Europe 1, William Galibert. Quelques jours de discussion à l'Assemblée, quelques modifications et puis hop, voilà, c'est fini. La loi sur le renseignement va maintenant, ou devrait maintenant être votée sans problème normalement par les députés au début du mois prochain. Bonsoir Adrienne Charmet. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la Quadrature du Net, un collectif de défense des libertés sur Internet. On vous a vu d'ailleurs manifester il y a quelques jours à deux pas de l'Assemblée. Vous avez suivi de très près ces discussions dans l'hémicycle. Dans quel état vous en ressortez là ce soir avec un sentiment quoi, de frustration, d'échec de fatigue et pas forcément d'échec parce que la loi n'est pas encore votée, mais en revanche d'une certaine déception ou colère de voir d'une part le gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur et le rapporteur Monsieur Rouas qui est le porte-parole du gouvernement au sein de l'Assemblée n'écouter aucune critique, aucune inquiétude, que ce soit à l'intérieur de l'hémicycle où il y avait quand même un certain nombre de députés de tous les bords qui se sont fortement inquiétés à la fois sur les aspects juridiques et sur les aspects techniques du projet de loi, et puis à l'extérieur de l'hémicycle de la vague extrêmement importante d'opposants au projet de loi qui est effectivement partie beaucoup de nous, d'associations proches où on a l'habitude de travailler sur des textes qui mélangent la technique et le juridique et l'internet, et puis qui s'est étendue de manière beaucoup plus large, non seulement à tout un tas d'associations de défense des droits, oui, mais parce qu'on a aussi aux professionnels. On a vu aux abords de l'Assemblée le syndicat de la magistrature, la CGT Police, la Commission nationale informatique et liberté, qui elle aussi s'est un peu inquiétée de... Le défenseur des droits, Jacques Toubon, mais également le rapporteur de l'ONU pour les questions de droits de l'homme et de terrorisme, le conseiller du Conseil de l'Europe sur les questions des droits de l'homme, les hébergeurs, les professionnels du numérique, mais aussi des associations comme l'association Génépi qui s'occupe de l'éducation en prison sur la partie concernant le renseignement en milieu carcéral. Bref, on a recueilli, on a réuni une masse assez importante de la société civile sans pour autant avoir la moindre écoute et la moindre prise en compte de nos inquiétudes au sein du gouvernement. C'est même étonnant de voir autant de gens rassemblés pour dire « Eh oh, attention là, on va peut-être franchir quelques barrières sur les libertés individuelles, sur le flicage ». Et est-ce que la réaction du politique a été à la hauteur ? Est-ce qu'on n'a pas vu chez certains députés le syndrome du « je risque d'être taxé de laxisme » après les attentats de Paris notamment. Est-ce qu'il y a eu, vous pensez, on a clairement ce syndrome ? une pression, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est supposée ? C'est difficile de le savoir, mais beaucoup de députés qui nous disent vous comprenez, moi je ne veux pas que mes électeurs m'accusent de laxisme envers le terrorisme. Et là on voit que la manière de fonctionner du gouvernement a été assez efficace, c'est-à-dire qu'on présente une loi très peu de temps après des attentats qui ont choqué l'intégralité de la population française. On l'a fait passer en procédure d'urgence avec des délais très courts et on fait passer une loi qui concerne le renseignement intérieur dans son sens très large pour une loi contre le terrorisme. Ils ont passé leur temps dans leur rhétorique au sein de l'Assemblée à dire ce n'est pas une loi contre le terrorisme, mais on l'a fait passer parce qu'on doit lutter contre le terrorisme. Donc c'est effectivement efficace pour mettre la pression sur les députés. On a eu un certain absentéisme de députés aussi, beaucoup de députés qui n'ont pas eu le temps de travailler le texte. Quand on a à peine 10 jours pour poser des amendements sur un texte de 25 pages, hyper technique, et encore à la fois technique sur le plan juridique et sur le plan technologique, de la compréhension des technologies qui vont être employées, c'est vraiment considérer le Parlement comme une chambre d'enregistrement qui n'a rien d'autre à faire que d'accepter ce que le gouvernement lui propose. On a joué aussi sur la méconnaissance des députés pour ces questions très techniques et de nous, simples kidam, pour ces questions parfois très compliquées. On a joué un peu sur cette méconnaissance. Oui, c'est parfois difficile de se rendre compte de ce que peut représenter la surveillance sur Internet, par exemple. C'est une surveillance qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. C'est pas comme si vous aviez quelqu'un qui vous suivait dans la rue en permanence. C'est complètement différent. Donc pour le grand public ou pour des gens qui ne sont pas familiers avec le fonctionnement d'Internet, ça peut être un peu difficile de comprendre de quoi il retourne quand on parle de collecter l'intégralité des données de connexion de quelqu'un, ou quand on parle d'aspirer les données de son téléphone portable, ou quand on parle de sonoriser ou de poser des logiciels qui vont capturer ce que vous tapez sur votre clavier. C'est vrai que c'est quelque chose qui reste largement invisible. Ça n'en est pas moins une intrusion extrêmement lourde dans la vie privée, dans l'intimité, et pour des finalités très très larges de la politique intérieure, politique extérieure, etc.
Bon, très concrètement, là, après le vote qui normalement devrait être une formalité début mai, qu'est-ce que ça va changer pour moi avec mon téléphone, mon ordinateur ou mes appareils écoutables par les services de renseignement? Alors déjà, après le vote de la loi au Parlement, il y a le vote au Sénat, qu'il ne faut pas oublier, qui devrait intervenir a priori au mois de juin. Donc on va voir si les sénateurs votent dans le même sens. Si la loi est adoptée, concrètement, pour le citoyen, en apparence, rien ne change. En réalité, ce qu'on craint beaucoup, c'est aussi une sorte de s'habituer à être surveillé et donc de faire attention. Typiquement, si vous avez des habitudes ou des intérêts qui peuvent être considérés comme étant suspects, bah, vous pouvez risquer de vous auto-censurer. C'est ce qui a été vu par des sociologues, des historiens, des philosophes dans les sociétés totalitaires. Quand on sait qu'on est espionné, on ne fait pas la même chose que quand on se pense en sécurité. C'est quelque chose de très invisible, de très peu perceptible, mais c'est vraiment quelque chose qu'on craint. Et puis on craint aussi les faux positifs, c'est-à-dire notamment sur la pose d'algorithmes de détection de comportements suspects, d'avoir une masse plus ou moins importante de milliers ou de dizaines de milliers de personnes qui vont se retrouver sous la surveillance des services de renseignement parce qu'elles ont le malheur de ne pas avoir les bonnes relations, de ne pas avoir les bons intérêts ou de se retrouver dans le périmètre d'action de quelqu'un qui est considéré comme suspect. Et ça, c'est quelque chose d'assez concret. C'est-à-dire que le champ des personnes qui sont susceptibles de faire l'objet d'une surveillance des services de renseignement va considérablement s'élargir avec ce projet de loi. Il y a ce discours que vous devez entendre de temps en temps. Après tout, moi, j'ai rien à me reprocher. Alors, s'il faut intercepter, fouiller, stocker, pourquoi pas? Si ça peut empêcher un acte de terrorisme, qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que vous avez l'habitude de l'entendre. Oui, moi non plus, j'ai rien à me reprocher. En revanche, j'ai une vie privée, des centres d'intérêt culturels, religieux, pourquoi pas sexuels, politiques, dont j'ai pas forcément envie que tout le monde et que les services de renseignement aient accès à cette part de mon intimité, ni de la mienne, ni de celle de mes correspondants, de mon réseau, de ma famille, de mes enfants, etc. Donc il ne s'agit pas d'avoir quelque chose ou pas à cacher, il s'agit de savoir jusqu'où l'intrusion des services de renseignement d'un État peut aller dans la vie privée des administrés de cet État-là. C'est ça qu'il faut, c'est cette balance-là qu'il faut savoir faire. Il y a cette fameuse boîte noire qui pourrait être installée chez les fournisseurs d'accès à Internet pour collecter comme ça les données. Vous l'aimez pas du tout, cette boîte noire? Pas du tout, parce que le gouvernement refuse absolument de répondre, y compris aux parlementaires qui ont insisté beaucoup, lourdement, et notamment hier soir où cette partie du projet de loi était examinée à l'Assemblée. Le gouvernement refuse totalement de répondre sur les modalités de fonctionnement de ces algorithmes. L'idée étant, si nous avons bien compris, de collecter en masse des données de connexion, c'est-à-dire qui va voir quel site internet, à quelle heure, depuis où, etc. Et puis là-dessus, de repérer des comportements qui seraient considérés comme suspects. Nous, on a d'une part une inquiétude très forte sur la surveillance de masse que ça peut entraîner, que ça va entraîner, et d'autre part, un doute extrêmement fort et qui a été redit dans la presse par des spécialistes de l'algorithmique, de l'intelligence artificielle, etc., sur la réelle capacité de ces outils à détecter des comportements de personnes qui seraient en train de passer à l'acte pour faire des actes de terrorisme. Donc à la fois d'un côté une surveillance généralisée, une intrusion très lourde dans une collecte très lourde de données personnelles, et de l'autre côté une inefficacité qui nous semble assez évidente de ce type de dispositif. La semaine dernière, on a vu une cyberattaque, c'était assez nouveau, en tout cas avec cette ampleur-là, contre la chaîne TV5 Monde. Est-ce que les mesures qui figurent dans cette loi seraient de nature à empêcher de telles attaques? Alors je crois que toute la lumière n'est pas totalement faite sur ces attaques, mais de ce qu'on en sait, il s'agit plutôt de défaillances humaines, c'est-à-dire de personnes qui se sont fait piéger, si j'ai bien compris, notamment par des mails frauduleux, les mots de voilà, passe et pour pénétrer dans les réseaux. Exactement. Et donc ça n'a pas grand-chose à voir avec les mesures de ce projet de loi. J'ai entendu aussi Emmanuel Valls, aux dernières nouvelles, il n'est pas spécialiste des algorithmes, mais il a quand même dit non, ce n'est pas de la surveillance de masse, ni la DGSE, ni aucun autre service n'auront accès au centre de stockage des opérateurs. Il y a aussi cette commission nationale de contrôle qui est censée un petit peu mettre des garde-fous et respecter, permettre le respect des libertés individuelles. Ça ne vous suffit pas, ça, comme garantie brandie par le Premier ministre? Sur la partie de l'accès au réseau par les services, c'est pourtant bien de ça dont il s'agit. Et ce qui a été négocié plus ou moins entre les hébergeurs et le gouvernement hier, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que ce seraient les hébergeurs qui feraient eux-mêmes le recueil du renseignement, qui deviendraient des auxiliaires de renseignement. Des agents délateurs, pour vous?
Des auxiliaires des services de renseignement, probablement habilités secret défense. Enfin voilà, est-ce que c'est normal qu'on mette dans les entreprises des gens comme ça? Deuxième point, sur la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui va être créée, elle a les apparences d'un contrôle. En réalité, elle n'a qu'un avis consultatif. C'est vraiment les services du Premier ministre qui gardent la haute main sur les autorisations. Elle a un pouvoir de contrôle a posteriori selon ce à quoi elle pourra accéder dans les services. Elle n'a même pas la capacité de collecter l'intégralité des données pour pouvoir elle-même faire ce travail de contrôle. Donc pour nous, c'est un contrôle qui n'est pas du tout suffisant. Elle n'a pas vraiment le pouvoir de dire oui ou non à une interception avant que cette interception soit faite. Adrienne Charmet, après le vote des députés puis des sénateurs, votre combat pour les libertés individuelles ne va pas s'arrêter pour autant? Non, nous avons engagé depuis le début de l'année une série de recours au Conseil d'État contre les différentes lois qui sont passées depuis 2-3 ans et qui visent de manière assez récurrente à extraire le judiciaire de ce qui concerne Internet, c'est-à-dire de permettre des collectes directes de données sur le réseau, de permettre des blocages de sites Internet sans juge pour déterminer si la liberté d'expression est bonne ou pas. On a engagé une série de recours. On a déposé hier une question prioritaire de constitutionnalité sur un article de la loi de programmation militaire d'il y a 2 ans qui a trait à peu près aux mêmes questions que cette loi sur le renseignement, c'est-à-dire l'accès aux données. Donc nous, on est à la fois sur un combat au moment du vote des lois pour que les citoyens puissent s'impliquer dans ce processus législatif et influer sur le processus législatif. Et puis, a posteriori, on s'engage dans des voies de recours judiciaires pour faire casser un certain nombre de lois. Bon, on va encore entendre parler de vous. Merci Adrienne Charmet, porte-parole de la Quadrature du Net, collectif de défense des libertés individuelles sur Internet. Merci d'être passé nous voir dans Europe Nuit.